Merci beaucoup, bravo. Alors nous avons une session assez étonnante, les proies malencontreuses. Et pour ceci, nous allons demander à... Nous sommes en définitive, on ne vous l'a peut-être pas dit, 3 mousquetaires. Cherchez le 4e. Et donc, le premier mousquetaire va être Jacques Haesch, dont je vous ai parlé, qui va vous parler de l'irréputation des proies et des prédateurs. Et ensuite, vous aurez Claude Forest, qui vous parlera des journaux prédateurs, des conférences prédatrices. Et ensuite, la contribution, et je suis très heureux de vous le présenter, car c'est le premier prix. Bravo. C'est le premier prix de l'Institut française et francophone d'éthique médicale junior, n'est-ce pas, Quentin Gadet, qui va parler justement des revues prédatrices et comment il les a en fait investiguées. Voilà. Tu as la parole, Jacques. Bon, merci. Je vais mettre un minuteur. Comme ça, quand ça va sonner, c'est que je serai à 12 minutes. Plus là, ouais, d'accord. Donc, en fait, j'ai essayé de me prêter à l'exercice que Christian a présenté, c'est-à-dire c'est une expérimentation pédagogique dans laquelle on a un peu cassé la transmission top-down, pour garder une expression bien française, par une transmission, en fait, ou par une opération bottom-up. Donc, ce qui était ressorti parmi une des idées qui était ressortie, c'était le concept effectivement de prédateur. Et donc, j'ai essayé de me prêter à l'exercice en regardant comment on pouvait analyser ou relier le problème d'intégrité scientifique au problème de proie-prédateur et les liens avec la notoriété et la problématique donc de réputation, et maintenant avec les réseaux sociaux, de réputation. Donc la première chose, la première étape pour ça, c'était de définir l'écosystème du scientifique. Donc au départ, vous avez en fait un scientifique ou une scientifique heureuse qui est à l'intérieur d'un écosystème dans lequel il va y avoir des stratèges. C'est dans le cas de la biologie ce qu'on appelle les alliances, Avicen, etc. Dans lequel il y a des opérateurs qui sont les institutions de recherche, les universités. Il y a des évaluateurs, l'ANR et l'HCERS en particulier, mais tout système dans lequel qui va évaluer soit les projets a priori ou a posteriori, et puis des financeurs, l'État, les régions, les associations qui fournissent en fait de l'argent pour faire en fait sa propre recherche. Face à cet écosystème, le scientifique heureux devient en fait un scientifique sur lequel on lui envoie un certain nombre d'injonctions qui sont souvent paradoxales et dans lequel on va lui dire au niveau stratégie ce qu'il faut faire, au niveau opérateur, c'est comment le faire, avec quel cahier de labo, de quelle manière, etc. Au niveau des évaluateurs, pourquoi le faire, et au niveau des financeurs, avec qui le faire pour mettre en place en fait ce type de valorisation. On peut considérer, et c'est un peu l'idée qui est remontée en particulier à travers l'article ou un des articles qui avait été proposé, que cet écosystème peut être modélisé par un système proie-prédateur. Alors, la proie, donc le mouton, c'est le scientifique. Les loups, c'est les opérateurs et les évaluateurs. Et les ressources, c'est-à-dire en fait là où le mouton peut paître, c'est-à-dire le pré, c'est tout ce qui est financeur. Et on se retrouve donc en fait avec un système classique en termes scientifiques qui est le système proie-prédateur-ressources. Donc proie, les chercheurs à différents niveaux hiérarchiques, ça aille du directeur de thèse jusqu'au thésard, assistant, postdoc, doctorant, etc. Les prédateurs, tout ce qui est les évaluateurs, donc ce que j'ai présenté, mais au-delà de ça, les journalistes scientifiques, les blogs, les éditeurs, et puis les ressources, c'est-à-dire l'herbe qui va faire tous les contrats auxquels on peut demander, et avec un paramètre important qui va être la repousse
ou la financiarisation en fait, de ces ressources, c'est-à-dire le niveau de budget qu'on peut avoir. On peut faire ça, on peut programmer à ce moment-là en fait, l'ensemble de ce système. Il est très, très provocateur. Pas vraiment. On peut faire une programmation, pour ceux qui sont des aficionados de l'informatique, en fait, qu'on appelle des informations agents. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un monde, ici, qui est représenté par des petits carrés. D'accord? Chaque carré est vert, il y a de l'argent. Donc, on a son contrat. Et quand on a, en fait, eu son contrat, ça devient marron, c'est-à-dire il faut attendre que l'herbe repousse pour pouvoir ensuite aller rechercher un contrat. Les petits bonhommes en blanc, c'est les scientifiques, et les petits bonhommes en noir, c'est les évaluateurs. Ils vont bouger dans ce monde. Quand ils vont se rencontrer, il va y avoir en fait un évaluateur qui va évaluer le scientifique. Et on associe en fait à chaque scientifique deux paramètres. Un paramètre de notoriété, qui va dépendre en fait de la quantité d'argent qu'il a reçu pour faire des publications, être cité, etc. Et en fonction de cette notoriété, il va pouvoir se répliquer par le biais de ses doctorants. Et le deuxième paramètre qu'on rajoute, c'est un paramètre d'intégrité. Et donc il va être plus ou moins honnête. Et on va associer le fait d'être malhonnête à une capacité à obtenir plus d'argent que celui qui est honnête. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt d'être malhonnête. Et lorsqu'il se reproduit, ce scientifique, il transmet sa malhonnêteté ou une partie de sa malhonnêteté à ses thésards. Alors, je vais essayer de vous montrer, je vais arrêter en partie ça, qu'est-ce qui se passe. Non, c'est pas, vous en faites pas. Je referai partir. Ah, mais je sabote. Heureusement que je suis là, je tiens le micro. Dans le cadre en fait de cet environnement, on programme très facilement dans le système agent, c'est que chaque agent que j'ai défini, c'est-à-dire un scientifique, un évaluateur, on lui associe des lois de comportement. Comment il se comporte en fait à chaque étape. Et donc on génère en fait un certain nombre d'étapes. Donc au départ, dans ce monde qui est ce carré noir, je mets en place une certaine quantité d'argent, c'est les carrés verts et marrons, un certain nombre de scientifiques au départ qui ont un niveau de d'honnêteté fort et un certain nombre d'évaluateurs. Et puis, je vais faire évoluer cette communauté. Et ce qu'on voit, en fait, dans les petits carrés, c'est la variation du niveau de scientifique. Au départ, en fait, il y a pas mal d'argent, donc il se multiplie beaucoup. Et dans le carré ici, vous avez en fait le niveau moyen d'honnêteté de l'évaluateur en rouge et des scientifiques en bleu. Et là, c'est la distribution de la population des scientifiques par rapport à leur honnêteté ou malhonnêteté. Ils sont d'autant plus honnêtes qu'on est près de 0 en termes d'intégrité, et plus on va vers 3, plus ils sont malhonnêtes. Et ce qu'on va voir progressivement, c'est qu'il va y avoir des oscillations entre la quantité d'argent et la quantité de chercheurs, qui sont contre-cycliques, et une augmentation progressive, mais pas jusqu'à être totalement malhonnête, du niveau moyen de malhonnêteté et d'une distribution en fait des chercheurs de très honnêtes à moyennement malhonnêtes. Et si on diminue énormément le budget, on génère en fait deux populations de chercheurs, ceux qui sont plutôt très malhonnêtes, mais pas majoritaires, et une population en fait un peu distribuée. C'est un modèle. Mais c'est un modèle, en fait, la démarche, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on peut avoir une démarche scientifique aussi dans l'approche de l'intégrité, en faisant un état des lieux, une modélisation, d'en tirer un certain nombre de conclusions et d'essayer de voir si ces conclusions respectent ou sont mesurables ou peuvent être quantifiées dans la vie réelle ou la communauté scientifique réelle.
Donc vous voyez que progressivement apparaissent ces oscillations, que vous voyez progressivement augmentent et ça va se stabiliser à un niveau moyen en fait de malhonnêteté, parce que la malhonnêteté donne un avantage dans la recherche d'argent. En même temps, si le scientifique est évalué et qu'il est trop malhonnête, il est sanctionné sévèrement. Dans le cas du modèle, il meurt, quoi. Au figuré, hein, quand on dit... Je repars. Alors, un des paramètres, c'est la notoriété. Et la question, donc, c'est que, en fonction de cette notoriété, à quoi est-on prêt pour la garder? Et quel est le niveau de malhonnêteté, en fait, on est prêt à accomplir? Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ça. Et la notoriété en sciences a été quantifiée dans un des critères, en fait, de l'HCERS. Donc, ce qui est mesuré, c'est on mesure la notoriété par la reconnaissance par les pairs. Donc, ça va être les citations, invitations, etc. On va avoir des mesures quantitatives, mesures de citation, Web of Science, Scopus, Google, Publish or Perish, qui sont en fait un certain nombre d'outils ou de bases de données permettant de mesurer ces indicateurs. On va essayer de faire du qualitatif, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'HCERS a implémenté dans ces critères ce concept de notoriété. Je vais vous montrer après. On pourrait se poser la question de dire, est-ce que c'est la seule possibilité qu'on ait pour mesurer ou pour évaluer les scientifiques par les pairs? On pourrait se dire, non, politiquement, je voudrais avoir une science explorant de tout nouveaux territoires et donc sortir de ces critères pour implémenter des critères permettant de regarder quelles sont l'émergence de scientifiques mutants qui ne seront pas obligatoirement reconnus par les pairs parce qu'ils sont mutants et dans lesquels on pourrait mettre d'autres modes en fait, d'indication. Donc au niveau des critères de notoriété, j'ai essayé de les mettre, c'est petit, donc on va les agrandir. C'est l'existence de collaborations suivies avec d'autres laboratoires, c'est la participation à des réseaux nationaux, c'est la participation à des programmes d'investissement d'avenir, etc. C'est en fait de se plier à une norme ou à un certain type de recherche. On a des indicateurs pour mesurer ces faits remarquables. Et ça va être en fait le rôle de chaque individu par rapport à un pilotage, etc., de programme, par rapport au fait d'être dans des d'avoir des responsabilités dans des instances académiques internationales. Je ne vais pas vous les lire tous, mais c'est un certain nombre de critères qui dit « je suis reconnu dans le paysage ». Non, je vais me donner 2 minutes de plus. Non, j'étais à 12 minutes. Bon. Alors, qu'est-ce qui permet de rentrer en fait dans ce cercle permettant de garder cette notoriété? Qu'est-ce qui donne? Et là, je vais m'appuyer sur le livre de Bruno Lemaître. Ce qui permet de rentrer, je vais aller un peu plus vite, là. Ce qui permet de rentrer dans ce cercle en fait permettant d'acquérir la notoriété, ça serait peut-être presque un guide pour les doctorants, mais ne le prenez pas au premier degré. Un scientifique excellent, donc qui va être avec une bonne notoriété, ça doit être un excellent acteur. Ça doit être un excellent écrivain. Idéalement, on fait un mix déjà entre Jean Dujardin et Voltaire. Vous imaginez en fait le gap. Il faut que ça soit en fait un scientifique excellent qui a eu de vieux maîtres reconnus. Je ne ferai pas de plaisanterie sur la session précédente. Et c'est un scientifique excellent, il doit être un excellent influenceur, un gourou, un peu un chef de secte. Et donc l'excellence amplifie l'excellence, va sélectionner à cause de ça des personnalités spécifiques. En général, un ego surdimensionné et un besoin d'une estime de soi nourrie par l'admiration de son entourage. Une absence d'empathie conduisant à minimiser le travail des collaborateurs et à surcoter ses propres actions. Un niveau de moralité diminué, en ayant une reconnaissance amoindrie de la barrière entre le juste et l'injuste, là on s'approche de l'éthique,
Et donc une éthique distordue avec des comportements qui sont en général peu bienveillants, même s'ils ne sont pas nécessairement malveillants, sauf si on tombe dans les excès du harcèlement, pas simplement sexuel, mais moral. Et ça, ce sont directement ce que les psychologues décrivent comme les traits de caractère narcissique. Comment ça se traduit si vous rencontrez quelqu'un? En bleu, c'est le narcissique. Moi, c'est Jean-Paul. L'autre répond, moi, c'est il n'a pas le temps de finir. C'est sans importance. On s'en fout complètement. L'essai que je vous recommande de lire en fait, sur ces problèmes en fait, de narcissique en science, c'est celui de Bruno Lemaître. Donc, j'essaie de citer un peu les travaux antérieurs à cette réflexion que j'ai pu faire. Donc, on rentre en fait dans une forme de cycle amplificateur dans lequel la reconnaissance par les pairs ou l'entrée dans un cercle va permettre à soi-même de définir qu'est-ce que c'est que l'excellence. Et quand cette excellence ou cette innotoriété est liée à une promotion en termes de carrière ou à des avantages qui soient matériaux ou pas matériaux strictement, va donner un certain type de pouvoir qui va augmenter l'attractivité. Donc augmenter la reconnaissance, l'attractivité étant la possibilité pour le chercheur de se reproduire à travers ces thésards. Et donc on a... voilà. Donc on peut se demander, est-ce que ça améliore en fait la recherche? Probablement pas. Est-ce que ça donne une recherche de qualité? Non. J'ai emprunté en fait au blog Better Science ce graphique. Hein. Donc le référé c'est un chat. Et en fait, il demande d'avoir de plus d'expérience sur les souris parce qu'il ne les aime pas parce qu'en fait, c'est nécessaire en fait, à la qualité du papier. Et donc, ça induit une perte de confiance, qui est une perte de confiance dans l'évaluation par les pairs, une perte de confiance dans le financement et la gouvernance de la science, et une perte de confiance dans la construction de la science par rapport à la société. J'ai terminé, je vous remercie. Oui, alors je vais juste démarrer. Il y a eu un congrès sur l'intégrité scientifique à l'aune du droit la semaine dernière. Et il y a un chercheur belge qui a parlé de la désexcellence. Et il a créé le groupe de désexcellence. Et il avait un t-shirt marqué désexcellence. Donc c'était assez intéressant. Donc moi je vais plutôt m'intéresser à... c'est pour introduire en fait le topo que va nous faire ensuite Quentin Gadet. Qui s'intéresse aux journaux prédateurs et aux conférences prédatrices. Alors, tout le monde ici dans la salle aime bien que son travail soit reconnu. C'est normal, on aime tous que son travail soit reconnu, parfois simplement par les pairs, et souvent ça arrive par les médias. Et donc, en fait, il s'avère qu'il y a un certain nombre de journaux prédateurs et de conférences prédatrices qui ont vu le jour il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, diapo suivante, si tu veux bien. Voilà, merci. Donc, voilà le processus très simplifié de publication scientifique. Un chercheur, une chercheuse a des résultats qu'il met en forme. C'est un travail collaboratif à plusieurs. L'article est soumis à un journal plus ou moins renommé. Et même de nos jours, alors qu'il y a un mouvement à l'envers contre le facteur d'impact, c'est encore quand même la culture du facteur d'impact des journaux, donc de la renommée du journal. Diapo suivante. Le papier est soumis à expertise, c'est ce qu'on appelle le peer review, et il est soit refusé, soit accepté. Et lorsqu'il est accepté, diapo suivante, il est soumis à publication. Enfin, il est accepté par un journal, donc publié, souvent encore maintenant par des grands éditeurs. Et là, on paye. On peut payer entre 400 et, disons, $5,000 ou euros, selon les journaux auxquels on s'adresse. Diapo suivante. Et il est arrivé, il y a quelques années, un peu moins de 10 ans, des journaux prédateurs. Vous avez peut-être entendu parler de la liste de Bill, Monsieur Bill, qui est un chercheur américain. Cette liste n'existe plus, mais elle existe encore, comme tout ce qu'on trouve sur Internet. Et elle est alimentée par d'autres personnes. C'est une liste de journaux en accès libre, plus de 1000 maintenant, qui proposent de publier des articles scientifiques moyennant finance. C'est ça le point important. Vous payez et vous publiez. Et ils utilisent des pratiques commerciales mensongères. Donc... par exemple, un faux facteur d'impact ou carrément pas du tout d'expertise par les pairs, mais on publie. Donc, diapo suivante.
Je peux vous donner quelques exemples personnels. Vous voyez ce que je reçois. Alors, chacun d'entre nous, chercheurs ici, on reçoit ça plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, on reçoit des sollicitations par email. Voilà, cher Claude Forest, on est impressionné par vos publications antérieures et on pense que votre papier peut ajouter beaucoup à la science. Bon, moi-même, je ne suis pas convaincu par ça, mais enfin, je reçois ça. Diapo suivante. Vous voyez, on axe sur le fait qu'on va aider les chercheurs, etc. Donc, on vous demande, est-ce que vous voulez bien publier quelque chose dans mon journal? Diapo suivante, autre exemple intéressant. Je m'appelle Julie, de l'éditorial board, de l'éditorial office de Open Access. Alors voilà, il y a un machin qui s'appelle Open Access, carrément. Hein. Et vous voyez que Open Access, diapo suivante, vous dit, vous pouvez publier ce que vous voulez là-dedans, mais c'est pas cher, c'est 450 $. Donc voilà, il suffit de soumettre et puis vous publiez en Open Access. Diapo suivante, celle-là c'est encore plus marrant. On me demande de publier dans Current Trends in Forest Research, diapo suivante. Et vous voyez en fait que mon expertise dans le domaine de la forêt, et c'est mon nom, hein, je m'appelle Forest, est reconnue, donc on me demande de publier. Donc je suis très flatté, je vais publier un article prochain dans le Journal of Forest Research. Diapo suivante. Alors, maintenant, on va passer aux conférences. Alors, donc, il ne faut pas vous laisser prendre, bien sûr. Vous recevez ça plusieurs fois par jour. Bon, diapo suivante. Les conférences prédatrices, de quoi s'agit-il? Elles sont apparues aussi il y a moins de 10 ans. Et là, vous êtes sollicité pour aller à un congrès en tant que conférencier. Alors, on vous dit, vous êtes le meilleur dans votre domaine, donc c'est vous qu'on sollicite. Et il y a aussi des prix Nobel qui viennent à ce congrès. Donc, comme vous, quoi. Hein, vous vous sentez prix Nobel, nobélisable. Alors, c'est à vos frais, hein, bien sûr, c'est vous qui payez votre déplacement, les inscriptions, etc. Mais c'est tellement prestigieux qu'il faut venir. Diapo suivante. Alors, par exemple, un exemple personnel récent, je vous laisse lire, c'est en anglais. J'espère qu'on pourrait discuter de l'idée que vous présentiez quelque chose à la conférence en 2019, là, on Neuroscience and Neurology. Alors, mon domaine d'expertise, c'est plutôt la nutrition et le métabolisme. Je ne connais rien du tout à la neurobiologie. Mais ça, c'est pour faire bisquer mes collègues neurobiologistes qui sont peut-être dans la salle. En fait, c'est moi le spécialiste de la neuro, puisque je reçois ça. Diapo suivante. Et là où j'étais surpris, c'est que là, en 2019, ils me disent qu'ils peuvent peut-être me donner de l'argent pour y aller. Alors, je ne connais rien au domaine, et on va me donner de l'argent pour y aller, ce qui est très étonnant. J'imagine que si je réponds, ils vont me dire, bah, écoutez, désolé, on ne peut pas vous payer. Vous venez, mais on ne peut pas vous payer. Diapo suivante. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y a 2 personnes qui devaient intervenir qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. C'est Arnaud de la Banchardière qui a publié dans un journal prédateur, donc c'est la diapo d'avant, et il a un problème de santé. Et puis Jean-Louis Merny, qui est un chercheur INSERM, un collègue, qui lui s'est laissé piéger il y a longtemps. C'est tout à fait au début. Hein, il s'est laissé piéger. Il a eu la curiosité d'aller. Il était invité en 2010, vous voyez, par Cindy de Chine, pour un congrès sur la catalyse enzymatique. Et alors, il répond, ça fait presque 10 ans de ça. Hein. Merci, je suis flatté, mais j'y connais rien. Mon domaine, c'est plutôt celui des acides nucléiques. Et diapo suivante, quelques minutes plus tard, il a une nouvelle invitation pour être plenary lecturer dans une session sur les acides nucléiques. Et bon, il était très curieux de ça, et donc il y est allé, assez frais, mais il y est allé. La diapo suivante. Et ça, c'est relaté dans un éditorial que je vous incite à lire. Il est très humoristique, de Jean-Louis Merny dans Biochimie. Vous voyez, de 2011, hein, mais ça reste encore tout à fait au goût du jour. Announcement, the Fake Meeting Society. Diapo suivante. Voilà comment ça s'est passé. Il s'est déplacé. Il est allé sur le site du congrès. Alors, il est arrivé, il n'y avait pas d'organisateur. Donc, il a dit, mais en fait, c'est pas mal parce qu'il voulait se plaindre de beaucoup de choses et il ne pouvait pas parce qu'il n'y avait personne. L'intégralité du meeting et des sessions était désorganisée. Il y avait des sessions parallèles un peu partout. Et parfois, c'était, d'après sa description, dans des salles où il y avait un petit écran de télé et les gens qui étaient au fond de la salle ne voyaient rien. Enfin bon, voilà, ce genre de choses. Diapo suivante. Il y a même un de ses collègues, ça l'a beaucoup frappé, on lui a dit, on lui avait écrit, il faut que vous alliez vous présenter pour qu'on fasse une photo de vous au congrès. Et en fait, il s'est rendu compte que ce n'était pas le bon congrès. Diapo suivante. Et en fait, il y a 2 choses qui étaient professionnelles à l'époque, hein, parce qu'il y avait un chairman de bonne qualité qui s'était laissé prendre aussi. Et puis, évidemment, tout était enregistré. Hein. C'était ça le but, en fait, de ces congrès, des congrès prédateurs. Diapo suivante. Donc, le take-home message, c'est-à-dire ce qu'il faut que vous reteniez de ça,
Surtout, ne vous laissez pas prendre, et je m'arrêterai là. Merci. Donc la suite, c'est le premier prix de la SFEM Junior, qui est Quentin Gadet. Je te laisse, Quentin, mettre le... Il faut qu'il mette sa présentation, il n'a pas mis encore. Donc, tu fais ça. C'est bon? Mets-le sur le bureau. Voilà. Merci. Ouais, je peux me mettre. Parfait. Je vais mettre un chronomètre aussi. Ouais. Là, je vais essayer de faire vite puisqu'il y a la pause café juste après nous et j'imagine du coup que tout le monde a qu'une seule hâte, c'est qu'on finisse. Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Quentin Gadet, je suis doctorant à l'Institut Pasteur dans l'unité de microbiologie structurale et je ne vais pas du tout vous parler de microbiologie structurale, mais plutôt donc des revues prédatrices et comment cesser d'être des lapins. Donc ma réflexion est partie d'un article qui a été publié récemment en septembre 2018 dans un journal que je ne connaissais pas qui s'appelle l'RC Journal of Pharmaceutical Sciences, donc un nom qui fait très très sérieux comme ça. Et le titre de l'article, par contre, m'a interpellé quand même, puisqu'il s'appelle donc en français « Des nouveaux outils pour combattre les parasites intergalactiques et leur transmissibilité dans une simulation zirguinienne ». Alors personnellement, je ne suis pas un spécialiste des parasites intergalactiques, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a semblé très très scientifique. Et quand on regarde aussi, quand on se penche un petit peu dans l'article, donc il y a encore, que vous pourrez trouver juste en tapant sur le site, en tapant juste le titre. Donc si on regarde un peu le contenu de l'article, il y a des coquilles, des incohérences, des choses qui sont un peu étranges. Genre par exemple, il mentionne la population Wakandan qui fait mention donc du film Black Panther qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et en fait, tout l'article reprend des personnages ou des éléments qui appartiennent à une série de science-fiction qui s'appelle Rick and Morty, que je vous conseille d'ailleurs, qui est très très bien, mais qui du coup n'a rien en fait de scientifique. Et donc en réalité, derrière cet article, il y a l'auteur qui s'appelle Farouk Ali Khan, qui est professeur assistant à l'Institut national d'éducation et de recherche pharmaceutique en Inde, et qui a voulu dénoncer justement ce que Claude Forest a évoqué, c'est-à-dire l'existence de revues prédatrices dans le monde de la recherche. Donc il a soumis son article à 14 revues qui appartenaient à la liste de Bill, donc précédemment mentionnée, et il y en a 3 qui ont directement accepté de publier l'article. Et il y en a une seule après qui a rétrospectivement retiré l'article sous prétexte qu'il avait été largement plagié. Donc même pas sous prétexte que ça parle de rien de scientifique, mais juste parce que l'article avait déjà été publié dans d'autres revues. Et c'est donc j'ai pu échanger avec l'auteur, donc Farouk Ali Khan, qui m'a envoyé l'email qu'il avait reçu après donc avoir envoyé ses articles. Effectivement, la seule chose qu'il dit, c'est votre article a beaucoup plagié d'autres articles et also seriously comes under scientific misconduct. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça respecte pas trop l'intégrité scientifique, mais quand même il se mouille pas trop sur la qualité de l'article. Donc je vais aller très très vite là-dessus puisque Claude Forest l'a très bien évoqué. Donc c'est Predatory Journals. Il y a une liste de critères qui a été faite sur le très bon site Stop Predatory Journals. Donc il y a l'idée toujours de facturer des frais de publication exorbitants pour la publication d'articles en association avec un manque d'évaluation par les pairs ou de contrôle éditorial, ce qui est le principal problème de ces revues, avec l'idée aussi du démarchage des chercheurs et des chercheuses par le biais de spam de masse, donc pour les amener à publier dans la revue, l'acceptation rapide de papier de mauvaise qualité, y compris de papier canular comme on l'a vu précédemment, et aussi quelque chose de très pernicieux, c'est de référencer les chercheurs et les chercheuses en tant que membres des comités de rédaction de ces revues, mais sans leur permission. Et c'est arrivé à un de mes collègues qui s'est rendu compte en fait que quand il tapait son nom dans Google, il était référencé comme étant membre du comité de rédaction d'une revue dont il n'avait jamais entendu parler, et où du coup il a dû leur écrire pour leur dire que c'était inadmissible et qu'il fallait qu'il retire son nom, mais ça a pris un moment avant qu'il le fasse. Et parfois ils s'embêtent même pas à prendre des personnes qui existent, et juste ils inventent des chercheurs pour les mettre dans des comités de rédaction qui du coup n'existent pas. Et aussi aller jusqu'à utiliser de façon frauduleuse la charte graphique de sites web de revues légitimes et établies, ou même les noms, le nom de celle de tout à l'heure, Journal of Pharmaceutical Science, c'est des noms qui font tout de suite très professionnels. Quand on regarde les sites, c'est des sites qui sont très très bien faits.
Donc on ne se dit pas qu'il y a un problème derrière et que c'est des revues qui ne sont pas du tout sérieuses. Et aussi, pour reprendre aussi ce qui était précédemment, la création soit de facteurs d'impact factices, soit donc en les expliquant mal, soit en trafiquant un peu les facteurs qui existent déjà pour encore gonfler la qualité de ces revues-là. Et ce qui pose un gros problème derrière l'émergence de ces revues prédatrices, c'est le fait qu'elles ne respectent pas l'évaluation par les pairs, qui est quand même un peu le principe sacro-saint de la recherche, et qui permet de garantir que les articles publiés sont un minimum revus par d'autres scientifiques, et donc de bonne qualité. Donc sans évaluation par les pairs, on a un risque d'articles qui soient bâclés, voire carrément trafiqués avec des montages photographiques. Et donc on a plus généralement un problème de dilution globale de la qualité de la recherche avec des articles un peu poubelles qui sont publiés. Et ça, ce qui pose un gros problème, c'est que du coup, on a des articles qui servent à défendre des intérêts particuliers, donc industriels, financiers ou autres, au détriment de la rigueur scientifique. Et du coup, ça, quand on est scientifique, on regarde l'article et on se dit tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche, mais quand on n'est pas scientifique et qu'on voit juste que ça a été publié dans un journal qui s'appelle Review of Pharmaceutical Science, tout de suite on se dit ah là là, c'est vachement scientifique. Et ça pose un gros problème aujourd'hui, notamment par rapport au fait qu'en 2019, l'OMS a classé le vaccinoscepticisme comme l'une des 10 menaces. Donc c'est-à-dire le fait qu'en 2019, on a de plus en plus de gens qui ont une méfiance accrue vis-à-vis des vaccins. On a eu des cas récents de morts en France de rougeole. C'est quand même un peu problématique, sachant qu'on a un vaccin depuis plusieurs décennies. Et le problème, c'est que du coup, d'avoir des articles qui peuvent être publiés avec une méthodologie complètement bâclée, ça renforce un peu derrière des personnes qui vont avoir des argumentaires anti-vaccins, de dire non mais regardez, dans telle revue, on a publié telle chose qui montre que le vaccin, il est lié à des problèmes de santé graves, et du coup, ça augmente un peu leur pseudo-crédibilité scientifique. Après, donc, j'ai quand même cherché à comprendre si il y avait des personnes qui défendaient quand même ces revues prédatrices, et globalement, il n'y avait pas de défense des revues prédatrices en tant que telles, mais plus elles s'inscrivent dans une critique globale du système de publication actuel, et d'une idée donc que j'ai pas, je suis désolé pour les plus francophiles d'entre vous, j'ai pas trouvé d'équivalent vraiment français, c'est l'idée du gatekeeping. Donc l'idée que le principe d'évaluation par les pairs, le problème c'est que du coup on renforce une idée dominante, parce que du coup les articles évalués sont évalués par des personnes qui ont de l'autorité dans le domaine, et du coup on ne favoriserait pas trop l'émergence d'idées nouvelles. Donc ça a été critiqué par exemple par un chercheur qui bosse sur la panspermie, donc l'idée que la vie viendrait de l'espace, et qui du coup déplorait le fait que du côté un peu poétique de ces idées, on va dire, il a du mal à trouver des journaux qui acceptent de le publier. Et j'ai trouvé aussi une critique très intéressante de la part d'un éditeur scientifique, Jan Velterop, qui est lui-même scientifique à la base, et que du coup je vais vous lire ici, il convient de le répéter, la communication scientifique et la gestion de la réputation ne devraient pas être combinées dans le même système. Et ça, je pense que c'est très intéressant vis-à-vis de ce qui a été dit avant sur le fait que la réputation des scientifiques aujourd'hui et leur autorité se joue vachement sur le fait de publier dans des journaux avec des bons impact factors. Et donc, outre le coût évident mentionné, ce type de gatekeeping abuse de l'évaluation par les pairs et provoque un effet cascade où de nombreux articles sont rejetés, resoumis ailleurs, encore rejetés, etc., jusqu'à ce qu'ils soient finalement acceptés. À chaque étape, il faut à nouveau procéder à une évaluation par les pairs, constituant ainsi un fardeau énorme pour les examinateurs. Dans cette optique, l'émergence de revues faciles, voire prédatrices, n'est pas étonnante. Et du coup, on peut se demander si ces revues prédatrices, finalement, est-ce qu'elles sont vraiment une défaillance du système, ou est-ce qu'elles sont au contraire juste, hélas, sa prolongation logique ? Et je pense qu'effectivement, on a un problème aujourd'hui d'être dans un engrenage vicieux où on a une raréfaction globale des financements qui plane un peu comme un gros nuage d'orage sur la recherche, qui pousse à une pression à la publication qui est de plus en plus accrue, donc le fameux publish or perish, qui du coup augmente le risque d'articles bâclés, mal évalués ou frauduleux, et qui du coup va à son tour accentuer la perte de confiance du grand public, mais aussi la méfiance entre chercheurs et chercheuses, qui fait qu'on va avoir de moins envie de collaborer entre nous parce qu'on a toujours peur que l'autre nous pique notre article, parce qu'on a envie d'être celui qui publie la chose en premier, tout ça. Et du coup, on va avoir un cercle vicieux comme ça où ça va de plus en plus s'accentuer. Et donc, des maigres contributions que j'aimerais apporter là-dessus sur des idées de réflexion serait déjà bon. Dans un monde idéal, on n'aurait plus de problème de raréfaction des financements. Hélas,
la décision ne nous appartient pas vraiment. Mais en tout cas, pour tout ce qui est des articles bâclés, mal évalués, il y a le développement de garde-fous comme pas pire. Donc l'idée que les scientifiques peuvent échanger et critiquer ce qui a été publié, et critiquer dans un sens pas forcément négatif d'ailleurs, mais juste l'idée de plus de communication vis-à-vis des scientifiques et vis-à-vis de ce qui a été publié. Et aussi, moi, quelque chose que je trouve très important, c'est de mieux éduquer les gens à la pensée critique, et pas simplement les élèves en sciences, mais plus le grand public globalement, qui n'a pas forcément idée de comment le système de recherche marche, et de comment comprendre un article scientifique, parce que c'est pas quelque chose d'évident du tout, et de renforcer aussi tout simplement la coopération entre chercheurs, plutôt que d'instiller la compétition, qui à mon sens dans ces cas-là est délétère. Donc voilà, merci de votre attention. Oui, alors très très rapidement. Merci Quentin. PubPeer, c'est un site, c'est un journal club international. C'était créé comme ça à l'origine par Brandon Stell, qui est un chercheur américain qui est désormais au CNRS et qui travaille dans le bâtiment ici. C'est un site, c'est un post-publication peer review system. C'est un système de revue par les pairs après publication. Et donc, il y a un site sur lequel des commentaires en ligne peuvent être donnés sur des articles publiés. Et alors, c'est parfois extrêmement intéressant dans le sens où c'est une discussion scientifique sur les articles. Et très fréquemment, on s'en est rendu compte, hélas, les gens qui sont intéressés par très fréquemment, on se rend compte que les critiques sont négatives, c'est-à-dire qu'il y a des critiques de figures d'articles, d'analyse statistique, les logiciels d'analyse d'images ont beaucoup progressé, et donc on peut savoir s'il y a une partie de l'image d'un article 1 est retrouvée dans une partie d'image de l'article 2 et ce genre de choses. Donc c'est un échange entre scientifiques qui a laissé poindre donc beaucoup, j'en sais rien, il y a beaucoup d'articles épinglés en tout cas, de problèmes de reproductibilité, d'analyse d'images, etc. Voilà. Alors, voilà les questions. Oui, pour M. Ayesh. Oui, donc vous décrivez un système donc, finalement darwinien de sélection dans un écosystème donc, qui finalement détruit la biodiversité des caractères. Donc on finit par sélectionner des caractères identiques. Donc la question c'est déjà de savoir comment ce système peut fonctionner dans la durée, à savoir si narcissiques finalement donc, qui sont majoritaires. Est-ce que vous pouvez affiner encore plus? Est-ce qu'il y a des narcissiques conformistes et des narcissiques qui le seraient un peu moins pour justement continuer à développer un système de recherche dont Monod disait qu'il s'agit de comprendre, alors que finalement Bruno Lemaître nous montre qu'on sélectionne des gens qui veulent faire carrière plus que comprendre la réalité. Il y a deux questions en fait, et sur les deux questions je pourrais juste éluder, donc ça permettra d'aller plus vite au café d'ailleurs. La deuxième question que vous posez sur les narcissistes conformistes et les narcissistes mutants, qui est une question que se pose déjà Bruno Lemaître en disant est-ce qu'en sélectionnant des narcissistes ou un certain type de narcissique, est-ce qu'on peut quand même faire de la bonne recherche? Je pense que c'est une question ouverte, qui est une question qui pourrait être traitée dans des futurs articles de Thésard. Il y aura un appel d'offres, bien entendu, pour vous appel tous, pour septembre, octobre prochain. Alors, vous pouvez traiter la question. Alors, le problème proie-prédateur est en fait lié effectivement à en partie à la théorie de l'évolution. Il y a un papier qui a plutôt modélisé la problématique de la reproductibilité des articles par la théorie de l'évolution, c'est Selection of Bad Science, et je pense que cet article répond mieux exactement à la question. Au niveau proie-prédateur, la mise en place, en faisant varier les différents paramètres, d'abord il faut le prendre, comme disait Claude, comme une forme en fait de résultats très préliminaires et très provoquants pour inciter, je dirais, les étudiants en thèse, entre autres, ou en postdoc, à continuer à penser en faisant, comme disait Einstein, un pas de côté par rapport en fait à leur environnement. Je ne suis pas totalement sûr que le modèle que j'ai établi, que j'ai essayé de travailler, il soit d'abord, il est à finaliser. C'est
vraiment en termes de résultats C'est préliminaires. une expression de ton humilité Non, mais proverbiale. c'est plus que ça. Je pense qu'en fait, il faut du temps. Et dans la charte de excellence dont on parlait, il faut regagner en fait la maîtrise du temps. Et donc en fait, une recherche, ça se fait pas en quelques mois, ça se fait en réfléchissant, en interagissant avec ses collègues, etc. Donc c'est un premier modèle montrant en fait en quoi le système proie-prédateur peut globalement être utilisé pour essayer d'analyser certaines caractéristiques de notre communauté. C'est pas beaucoup plus que ça pour l'instant, et ça mériterait d'aller plus loin dans le sens des questions que vous posez. Oui, Joëlle Alnaud, donc directrice de l'Office français d'intégrité scientifique. J'avais une remarque pour Claude, parce que même si cette liste n'est plus officiellement diffusée, il y a quelqu'un au CIRAD qui continue à être vraiment préoccupé et à mettre à disposition une liste de revues prédatrices, qui est Philippe Feldman. Donc si vous êtes intéressé, allez voir sur le site du CIRAD. Et voilà. Il en parlera d'ailleurs lors du prochain colloque de l'Office qui a lieu le 4 avril sur intégrité scientifique et sciences ouvertes. Alors, j'ai tous les documents là. Normalement, ça a été diffusé dans toute la communauté. Ça a lieu à Paris Diderot, amphi Buffon, le 4 avril. Puis j'avais aussi des questions, remarques pour Jacques Hayech, que j'avais déjà entendu à Nanterre, début décembre. Je ne sais pas si vous avez avancé dans votre modélisation depuis, mais c'est vrai que vous stigmatisiez déjà un certain nombre de pressions, de facteurs dans l'environnement scientifique, dans le paysage scientifique. Alors, proie, prédateur, il manque le berger. Je ne sais pas si vous en avez identifié plusieurs. C'est assez genré quand même aussi, votre proposition. C'est des images d'hommes, acteurs, scientifiques, voilà. Est-ce que vous épargnez l'autre sexe dans votre présentation? Je plaisante, mais vous avez pris plaisir à donner une vision un peu caricaturale, même si je vous rejoins sur un certain nombre de points, et en particulier la nécessité de modifier l'environnement et les pressions qui s'exercent sur les chercheurs, ça c'est sûr. Après, on peut toujours se dire, mais bon, il ne faut pas être naïf, Béat. Il y a quand même des choses qui, certes, c'est peut-être uniquement déclaratif et attendons de voir comment ça s'incarne dans les faits, mais il y a eu la signature de la déclaration de l'ADORA de San Francisco, que l'ANR a signé, que l'INSERM a signé, et beaucoup d'autres institutions et les universités aussi, que le HCRS soutient également et qui vise, la déclaration de l'ADORA, le manifeste de Leiden, vise à avancer et à espérer des critères qui soient davantage qualitatifs que uniquement ceux qui sont condensés dans l'impact factor ou dans le H-index. Vous avez peut-être vu aussi, tout récemment, j'ai lu moi la déclaration faite par le DGDS du CNRS, qui met l'accent sur le qualitatif plus que le quantitatif. Le HCRS n'évalue pas le chercheur, il évalue des entités, des laboratoires, des établissements. Et je pense qu'il y aurait là, pour le coup, tout un travail, une évolution à faire du côté du CNU par rapport à ce que vous dites. Oui, bonjour, je suis Isabelle Cohen, chercheure au CNRS. Moi, je me demandais aussi si on n'avait pas un problème dans la dérive de publication. Quand on voit apparaître en parallèle de revues prestigieuses comme Nature ou Cell, des revues qui, en fait, publient sans avoir l'accord des co-auteurs. Je pense que ça, c'est pas non plus très... Sans l'accord des auteurs, c'est ça? Des co-auteurs. Ah oui, oui. Oui, bien sûr. Alors, il y a une règle déontologique, c'est qu'évidemment, tous les auteurs d'une publication doivent être tenus au courant en permanence de l'évolution de la publication depuis le début jusqu'à la fin, y compris, comme c'était souligné tout à l'heure,
les données brutes à l'origine du travail, même si c'est des collaborations. Logiquement, ça devrait être ça. Et bien évidemment, on ne peut pas associer le nom, et j'ai d'ailleurs des anecdotes qui pourraient être comiques à ce propos-là, d'association de noms. Et il y a même des officines qui proposent d'associer des noms, des nouveaux noms à des publications, si la personne paye, bien sûr. Donc ça peut exister aussi dans ce sens-là, ce qui est inacceptable. Et je voulais ajouter, il y a aussi un point important qu'on n'aura pas le temps de discuter, mais il faut que tous vous soyez au courant ici. C'est le plan S ou la coalition S, c'est la science ouverte. À partir de janvier 2020, et la France a signé, la ministre a signé, à partir de janvier 2020, toutes les publications financées par les ANR, le Wellcome Trust, l'Europe, etc., doivent être dans des journaux open access et plus dans des journaux sous paywall, comme on dit, c'est-à-dire qui dépendent de ce qu'on paye, de ce que les universités, les organismes de recherche payent aux grands éditeurs. C'est un problème extrêmement aigu. Et à ce propos-là, pour rejoindre ce que disait Joël Alno, si j'ai bien lu, il y aura une liste de journaux dans lesquels qui sont considérés comme non prédateurs. Ils prennent ça à l'envers, c'est-à-dire que tel et tel journaux c'est bien si vous publiez dedans, tel et tel journaux c'est pas bien parce qu'ils sont prédateurs. Là aussi, ça peut poser question, mais en tout cas, si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça va se passer. Que tout le monde vous entende. Effectivement, on n'est pas tous vraiment au fait de ce qui nous attend avec ce plan S. Et c'est la raison de ce colloque du 4 avril qui est co-organisé précisément avec Marin Dacos, qui est le chargé de mission auprès de la ministre pour la mise en application de ce plan S. Oui, c'est moi, c'est Catherine. Catherine Labbé-Julier, donc je suis le référent intégrité scientifique de l'Université Paris-Descartes. Et j'ai une question pour Jacques. Dans le modèle, tu ne prends pas en compte l'évolution des évaluateurs, parce que les évaluateurs sont des chercheurs, et on les trouve dans tous les prédateurs, pour le financement, et ce sont les mêmes qui se retrouvent partout. Je vais répondre à la fois à Joël Alno et à toi. Nous avons la peau. Et oui, c'est ça. Alors, je suis pas loin de penser un certain nombre de choses que vous dites d'ailleurs en fait à l'office, entre autres sur la pression de l'évaluation, etc. Sur le côté individuel versus collectif. Alors sur le CNU, on aurait beaucoup à discuter. Sur le côté genré, il y a quelques publications montrant effectivement que les femmes sont beaucoup plus honnêtes que les hommes en général dans la communauté scientifique. Je le regrette à titre personnel. J'aimerais que ça soit en fait plus partagé aussi. Je me réclame effectivement de la caricature comme une manière de faire de la science. C'est-à-dire de pousser à l'extrême une certaine logique pour voir en fait comment analyser ou remettre en cause d'une certaine manière, avoir un esprit critique par rapport au système. Et le deuxième point, je me réclame en fait de ce qu'on appelle pompeusement la pensée complexe, c'est-à-dire plexus, le fait de tisser des informations venant de différentes disciplines pour arriver à avoir une vision la plus globale possible en fait d'un système. Donc c'est, je pense en fait, la logique de tous les colloques que fait Christian Hervé en essayant de mélanger et en allant des SHS jusqu'aux mathématiques, etc., et en faisant discuter des philosophes et des physiciens. Sur la question, un modèle, il doit rester en fait ce qu'il est, c'est-à-dire un modèle qui évolue. Alors dans le modèle, oui, en fait, j'ai tenu compte du fait que les évaluateurs étaient là que pour 5 ans. Ils étaient choisis en fonction de leur notoriété au hasard parmi les évaluateurs. Mais je n'ai pas tenu compte du fait qu'ils pouvaient être eux-mêmes malhonnêtes et avoir des liens d'intérêt. Alors, pour tenir compte de la complexité d'un modèle, en fait, c'est des couches qu'on rajoute au fur et à mesure. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on pouvait, au départ, quand on parle d'intégrité, déontologie et éthique, on est assez proche, en fait, des juristes et des sciences humaines et sociales. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'on pouvait utiliser
notre approche scientifique en tant que biologiste pour essayer de modéliser et d'analyser un système qui au départ est relativement complexe et de montrer qu'à travers un certain nombre de lois simples, on pouvait en fait voir émerger des comportements complexes de cette communauté et voir si ces comportements complexes étaient en rapport ou pas avec la réalité qu'on observait. Oui, voilà, pour lier d'ailleurs les deux propos, le tien, hein, où tu ouvres sur la dimension créativité, conformisme, hein, tu as pas creusé, et puis le fait de raréfaction des financements. En fait, le point, c'est qu'on sait évidemment, c'est évident qu'il y a une tension, voire une contradiction entre le conformisme et la créativité, c'est clair. Et que pour que la créativité, qui est quand même ce que l'on demande à la recherche éminemment, puisse exister, il faut laisser survivre les créatifs qui sont disruptifs le temps que ce qu'ils ont montré puisse exister dans le milieu. Et donc il y a le fait que la raréfaction des financements, elle ne doit pas s'exercer fortement dès le départ et tout le temps, parce que sinon ça élimine de facto tout de suite tous ceux qui sont disruptifs. Et je voulais aussi faire remarquer que la formation des jeunes chercheurs, c'est une formation au conformisme à l'heure actuelle, et un conformisme vraiment très dur, parce que la pression de financement, financement sur projet, évaluation, etc., pèse d'emblée durement, et comme il y a une compétition extrême, c'est le conformisme qui tout de suite joue. Et donc on va avoir vraiment de plus en plus un problème d'innovation et de créativité qualitativement dans la recherche. Les revues prédatrices, d'ailleurs, d'une certaine manière, pourraient presque être un échappement pour quelques huluberlus, mais il y a réellement la façon, il n'y a pas seulement les sommes données, mais la façon dont on les donne. Tout à fait. Et je pense là-dessus qu'on a aussi un problème en France, c'est la durée des thèses qui est de 3 ans, ou du coup qui ne permet pas d'aller vraiment creuser quelque chose, d'aller chercher quelque chose de nouveau. En 3 ans, c'est quelque chose de très court. Enfin, ça fait que 7 mois que j'ai commencé ma thèse et j'ai déjà l'impression que c'est fini. Et là-dessus, par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, où on laisse beaucoup plus de temps aux étudiants et aux étudiantes en thèse d'avoir une pensée, de créer un projet, de réfléchir au projet avant de se lancer et de faire des expériences, ces pays-là ont un avantage là-dessus sur la qualité des chercheurs qui est formée derrière par rapport à des pays comme la France, où c'est vraiment 3 ans et si vous êtes chanceux, vous pouvez réussir à grappiller quelques mois de plus, mais rarement beaucoup plus. Juste rajouter que les choses sont en train de changer. Hein. Ne désespérez pas, les étudiants, si vous êtes face à des problèmes, etc. Il y a vraiment un mouvement actuel avec l'Office, etc., un mouvement dans le bon sens qui est en train de se faire. Y compris, si j'ai bien compris, au niveau des commissions scientifiques spécialisées, où DORA commence à être pris en compte, etc. En tout cas, c'est un point qui est rentré dans une prise de conscience puisqu'on en parle. Maintenant, il faudrait évidemment pas que ça reste au niveau de la parole, mais qu'on puisse passer aux actes. Et on peut associer totalement le CNU dedans, parce qu'on peut témoigner par rapport à la réflexion éthique, j'en parle d'autant plus que le sénateur Hurier est ici avec nous et qu'il a vu comment la réflexion éthique, l'enseignement de l'éthique dans les universités, jusqu'à la recherche en éthique, jusqu'au financement pour des réflexions sur des pratiques, y compris des pratiques de recherche. Et ça risque d'être le problème avec l'intégrité scientifique. Comme vous pouvez voir, il y a des travaux de recherche à faire dans ce domaine également. Et actuellement, les financements, en tout cas en éthique, je peux vous dire, ils sont assez rares. Et ne sont souvent pas privilégiés. Et au niveau du CNU, par rapport aux classifications que vous dites là, qui est justement de les mettre en valeur, ça n'est pas l'objet de toutes les disciplines. Il va falloir qu'il y ait là un développement de manière à une ouverture d'esprit qui est assez importante vers le qualitatif. Le président de l'ANR, Thierry Damerval, en octobre l'an dernier, s'est engagé à flécher des financements sur précisément l'intégrité scientifique. Oui. Et ça fait 30 ans, 40 ans qu'on essaye de travailler. Je parle des travaux du MURS au début, n'est-ce pas ? C'est évident que la réflexion
telle qu'elle est en train de s'épanouir. Et nous pouvons prendre en exemple nos collègues canadiens qui eux-mêmes ont affecté de la même manière de tels financements, puisque là, nous avons eu 2 jours auparavant où des chercheurs du Canada venaient nous présenter leurs travaux justement sur ces problèmes, qu'ils soient éthiques ou d'intégrité. Je vous propose 10 minutes de pause déjà pour un peu d'oxygénation et d'autre part de café pour ceux qui ont besoin un tout petit peu d'aide.